Avant de commencer, on aurait deux petites questions, parce que sinon les 45 minutes, on va avoir du mal à les optimiser. Qui a fait déjà du microservice ici? Qui aimerait en refaire? Restez les mains levées, ouais. s'il vous plaît. Ouais, laissez les mains levées. Qui a fait du microservice, ok. Qui aimerait en refaire? Ah ouais, ok, d'accord. Yeah. Vous êtes courageux. Ah, vous êtes courageux, très bien. Non, c'est très bien. Il y a quelques détails à faire avant, mais c'est très bien. T'as d'autres questions, David? Non, non, j'ai pas d'autres questions. Et on présente un peu le talk. Donc en gros, nous, le talk, c'est un retour d'expérience sur les microservices. Alors attention, on n'est pas complètement défavorable aux microservices, mais on en a un peu marre d'entendre des talks sur les microservices, c'est le boulette, il faut en faire, machin et tout, c'est tout beau, tout propre. Donc d'où ce talk. Alors, comme c'est pas filmé, je peux le dire, c'est l'exemple typique, c'est Gipster qui vous fait une démo microservice en 20 minutes à la fin, avec des Docker Compose. C'est très très beau, ça marche très bien, surtout qu'il a bien tout préparé pour pas que ça plante, mais ça c'est pas vraiment la réalité en fait. Vous nous dites quand on commence? Ok, ben on va y aller. Donc l'idée c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience de notre mise en place de microservices dans une grande banque française qu'on ne devra pas citer. C'est vraiment l'idée c'est depuis les tranchées parce que je pense que c'est présenter un peu nos problèmes quoi, ce qu'on a vécu et pas vraiment dire les microservices ça sert à rien mais plutôt faire qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour si demain vous vous lancez dans l'aventure. Qu'est-ce qu'il faut ne pas oublier? Ah non, c'est pas... Ah, ça c'est moi. Attends, 2 secondes, je te laisse parler. Ok, qu'est-ce que je peux dire attendez. Donc en gros... yes, je reprends. Super. On se présente? Je te laisse te présenter. Alors moi c'est David Panza, je travaille chez Arola et je suis développeur et sur la voie du craft, c'est pas évident tous les jours. Et je fais maintenant des microservices depuis 3 ans. Je suis un peu moins noob que lui en microservices, mais juste en nombre d'années. Et du coup... Et moi, je suis Yannick Reisinger. N'hésitez pas à noter nos Twitter rapidement, à prendre une photo. Vous avez 2 secondes parce que vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez. Moi, je suis Technical Officer dans une SS2I qui s'appelle Carbon IT sur Paris. Désolé pour Rouen. Vous avez le droit de huer. J'ai été coach Continuous Delivery toujours dans la même banque et je suis reparti sur le terrain, donc travailler sur cette plateforme et surtout je suis en train de recréer une autre à côté, toujours en microservice parce que quand on aime on ne compte pas et j'essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs. L'idée c'est quoi le contexte? Alors le contexte c'est très simple, c'est que comme d'habitude on travaille sur une application qui a 10 ans. On a créé un énorme monolithe où plein de gens sont passés dessus, au sens littéral du terme je pense. Ça bouge plus beaucoup quoi. Et à chaque fois qu'on rentre dedans, en fait il y a un effet assez pervers. C'est un peu ça. Oh là là, c'est quoi cette saloperie qu'on m'a fait? Je ne comprends plus rien, j'y arrive plus. Ça m'énerve, j'ai envie de travailler sur autre chose. Et pourquoi je ne ferais pas des petites applications tranquilles et des microservices? Un petit retour rapide. En fait, le legacy code, même sur des microservices, on en fait très très vite. C'est assez dingue en fait à la vitesse que l'entropie du logiciel nous rattrape. Et bien sûr, le microservice, c'est super hype, tout le monde en parle, tout le monde en fait. Netflix y arrive très bien, tout le monde y arrive super bien, vous faites des retours comment ça marche super bien. Et à quoi ça sert? Alors à quoi ça sert? Y a déjà plein de confs qui en parlent. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste représenter un peu rapidement ce que c'est pour vraiment l'introduction et remettre le contexte. Alors, théoriquement, un monolithe, c'est le gros carré qui est là. Donc, le monolithe, il fait plein de choses. En général, si vous avez de la chance, c'est découpé en layers fonctionnels, ou s'il n'y avait pas de chance, en layers techniques. Et en gros, ce gros truc, là, ce gros machin, cette même code base, on va essayer de l'éclater. D'accord? On va essayer de l'éclater en responsabilités, complètement distinctes, avec des petites unités de travail qui vont se coordonner pour former un tout. Donc ça, c'est la théorie. Qu'est-ce que nous dit un grand monsieur? Ça, c'est monsieur Cockcroft, monsieur Netflix. En gros, lui, il dit qu'un microservice, c'est très peu couplé, d'accord? Et c'est des bounding context, c'est séparé par des bounding context. En gros, moi, je dirais juste que le microservice, c'est quelque chose d'autonome, d'accord? Qui n'a besoin de personne pour fonctionner et qui fait une seule chose et bien. Ça, c'est la définition hyper simple. Du coup, nous, pourquoi on a fait les microservices? Donc, comme l'a dit Yannick, on est parti
d'un gros monolithe. Et en gros, un gros monolithe, à un bout d'un moment, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à livrer. Donc le microservice, théoriquement, on est capable de justement livrer beaucoup plus vite, puisqu'on isole les complexités, on isole les choses, donc on est tout seul à travailler dans son coin, on livre beaucoup plus vite. Étant donné qu'on isole le code un peu à part, on a une base de code beaucoup plus petite et un temps de démarrage beaucoup plus petit. Ça a aussi comme particularité de s'organiser autour d'une architecture microservice, de s'organiser en feature team. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, c'est bien comme c'est pas bien. Et surtout, pour nous, c'est un moyen de pouvoir refondre un legacy très rapidement. Deux autres choses pour lesquelles le microservice c'est bien, ça j'insiste, c'est adapter la techno aux besoins. On ne va pas prendre un framework pour tout, on ne va pas prendre un langage pour tout, on va vraiment pouvoir adapter notre techno aux besoins. Et ça, c'est quand même vraiment cool. Et bien sûr, avantage théorique, la mise à l'échelle et la résilience. Donc ça, on vous en parlera tout à l'heure. Alors nous, on n'a pas vraiment, je dirais qu'on a 10 utilisateurs par heure, c'est plutôt un domaine métier. On va dire que l'idée, c'est plus travailler sur la complexité métier, qu'on n'est pas Netflix, Uber, Blablacar et autres. Mais c'est vraiment un des trucs qui fait naître les microservices, cette idée de séparer les éléments d'un bloc unique. Adapter la techno aux besoins. Chez nous, il y a des gens qui adorent les autres langages. Ouais. Moi, je fais du Haskell, du Clojure. David adore Clojure. Mais comme on est dans une grande boîte française, mais bien sûr, on fait que du Java. Et puis aussi du TypeScript, parce que voilà, quoi, il faut que ça soit sérieux. Et on fait du Kotlin. Attends. Ah, et peut-être du Kotlin, mais il ne faut pas que ça se voit trop. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un peu 4 axes de maturité, 4 éléments qu'il faut travailler pour on va dire, maîtriser les microservices. On va aller un peu comme je dis, j'aime bien dire ça, c'est en niveau de fun. Alors, plus on va monter, plus ça va être drôle et plus ça va être compliqué. Donc, le premier, c'est les joies du système distribué. Donc, je vous ai dit qu'on essaye d'éclater un gros bloc, une même code base, en petite code base. Et donc, à un moment, c'est comment on va splitter tout ça. Donc nous, on a choisi une approche plus DDD. Donc on va essayer de parler au métier. D'accord ? DDD, ça commence par une grande discussion avec le métier. Et on va essayer de découvrir le domaine, d'accord ? Et les sous-domaines. Donc notre domaine, nous, c'est les financements structurés. Les sous-domaines, ce sont des gestion d'utilisateurs, gestion, par exemple, des contacts, etc. Ça, ce sont les sous-domaines. Et dans ces sous-domaines, on va essayer de déterminer quel est le langage qui s'y articule, c'est-à-dire et quelles sont les limites via les bandits de contexte. Donc, il y a vraiment des outils et de la documentation pour ça. C'est le bouquin, le Blue Book de Eric Evans. Tout ce qu'on va vous présenter là, on va vous présenter très rapidement. Il y aura un petit peu de frustration, c'est pour ça qu'on vous donne un peu des références. Donc nous, on s'est beaucoup inspiré du Blue Book d'Eric Evans et surtout du Red Book de Van Vernon, qui est plutôt simple par rapport au Blue Book. Mais surtout, on insiste sur l'event storming pour explorer un domaine. En gros, vous réunissez des IT et des métiers. Et là, vous explorez le domaine, vous explorez les sous-domaines et les commandes, les queries, tout ça. Moi, je rajoutais un truc par rapport à cette question-là. En fait, un des trucs les plus difficiles dans notre métier, c'est de nommer les choses. Et séparer les domaines, c'est pratiquement aussi difficile. On se pose des questions vraiment qui pourraient paraître très simples, mais on peut passer une semaine à se demander comment y arriver, quoi. Tout simplement, moi, je me suis posé la question, c'est comment séparer user et feature toggle, quoi. De base, on pourrait se dire, feature toggle, c'est un service annexe. Et moi, j'ai décidé de mettre les deux en même temps. Donc voilà, c'est le genre de décisions qui sont compliquées à prendre en fait. Et souvent, nommer les choses, en fait, moi, j'ai pas que ça à faire de passer 10 minutes à trouver le nom d'une variable. Souvent, le métier a la réponse. Donc vraiment, c'est fait pour discuter avec le métier et poser le langage dans le code. Donc une fois qu'on a découpé tout ça en microservices, c'est cool, mais je vous ai dit que ces microservices tout seuls, ils font généralement pas grand-chose. C'est plutôt dans l'ensemble, en fait. On crée un système distribué. Et donc il y a 2 manières de pouvoir communiquer avec un microservice. C'est de manière synchrone, la plus connue, la plus simple. De manière synchrone, c'est j'appelle direct en HTTP. Protocole HTTP hyper simple. Donc service A appelle service B. Je me coupe à service B et j'attends sa réponse. Et en attendant, je peux rien faire. Le coup de téléphone. Donc c'est cool, j'ai de la donnée fraîche. J'appelle quand j'en ai besoin. Par contre, je me couple à ce microservice, c'est-à-dire que s'il n'est pas là, il va falloir que je fasse des stratégies et que j'élabore des stratégies de non-réponse. Et ça peut être très chiant à faire. Deuxième solution, c'est de passer par des communications asynchrones.
par du messaging. Alors le messaging, c'est fait justement pour se découpler un service. D'accord ? Je ne suis pas esclave de la réponse d'un service. Je l'écoute via un système de messaging, donc par soit Rabbit, soit Kafka. Donc ça, c'est au choix. Et je vais pouvoir justement lire les messages et plus être dans une approche de chorégraphie. C'est-à-dire que je n'ai vraiment pas besoin de me coupler aux autres. Je décide ce que je dois faire par rapport à ce qui se passe sur la plateforme. Par contre, je vais avoir des problèmes de synchronisation de données, de fraîcheur de données. Je ne suis pas forcément au courant de tous les changements et je traiterai les messages quand je le pourrai. Et on a dit Kafka, hein, pas type court rendez-vous. Hein. Ouais, ah, je rigole. Ça aussi, pareil, c'est une question... J'adore placer les choses comme ça. C'est une question vraiment compliquée. On pourrait se dire, on fait tout en event, on fait tout en Kafka, on fait tout en event sourcing et tout, c'est super moderne. Mais personne ne l'a jamais fait. Enfin, de mon point de vue, je connais aucun retour là-dessus. Et puis après, l'HTTP, c'est bien, c'est simple. Mais après, on se retrouve avec des dépendances cycliques assez drôles qui peuvent tuer une plateforme, même si on a 10 utilisateurs. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait adapter la techno aux besoins. Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai que dans notre banque, c'est très difficile. Mais il ne faut pas se couper de cet intérêt. Donc, on a tendance généralement à utiliser Java comme le langage principal pour tout faire du batch, pour faire des applications métiers, pour tout faire, même du front. Avec GWT, c'était génial. Donc, là, c'est l'image vraiment du couteau suisse. C'est cool, on peut tout faire avec, mais on peut tout faire moyennement. Donc, on va plutôt avoir une approche où, nous on l'a essayé, une approche où on va avoir du tooling bien spécifique pour faire le bon job. Donc, nous, on a utilisé du Clojure, par exemple, pour faire du traitement de data, un langage non typé. Quand vous faites du batch, de la transformation de données, ça sert quasiment à rien de se taper un langage typé pour faire ce genre de transformation. Sauf si vous avez peur. Voilà. Donc, vraiment, cette approche vous permet d'expérimenter des choses. Et enfin, le système distribué, c'est très dur, très dur à maîtriser. Vraiment. Et l'une des clés, la clé du succès, c'est les tests. Vraiment, on maintient la qualité, notamment par les tests. Donc là, je vous ai mis une pyramide de tests classique. Hein. Donc, unitaire, intégration, composant. Donc, il y a aussi d'autres méthodes de testing qui permettent de tester un système distribué. Par exemple, imaginons que j'ai un service A qui est mis en prod et un service B le consomme. Comment je garantis que mon service B soit pas cassé? C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait un breaking change dans la consommation? Donc, il va y avoir des nouveaux types de tests, qui est le Consumer Driven Contract. Donc, je vous ai mis un lien, Martin Fowler a un très bon blog sur comment tester des microservices. Et il y a d'autres moyens de tester des microservices, surtout pour la partie exploratoire, qui est les tests génératifs, donc le property-based testing sur un système distribué. On va parler de simulation testing. Donc là, Michael Narbgard, il consacre tout un talk et c'est très intéressant. Juste pour expliquer, alors déjà tester, c'est un sujet qui est compliqué. Les présentations sur les tests, ça reste un sujet d'actualité. Peut-être qu'on a un public de haute volée qui sait très bien tester, mais pour moi, ça reste encore un domaine où on peut se poser de nombreuses questions. Quand vous montez dans l'intégration, par exemple, les tests commencent à ralentir, qu'est-ce qu'on fait, etc. Plein de questions. Après, les components. Mais le pire, c'est que moi, j'ai jamais vu du test end-to-end qui marchait réellement. Enfin, j'ai peut-être pas la bonne expérience, mais j'en ai jamais vu. Selenium, tout ça, c'est toujours un gros problème. Et le problème, c'est que tester une application en soi, ça reste simple. Mais là, en fait, votre application, c'est plus une application, c'est une plateforme. Donc, comment tester un système distribué? Bon courage. Et en gros, les limites vraiment du test end-to-end, c'est ça se cale très mal, très mal. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une couche super élevée. Et que souvent, c'est basé sur l'example-based testing. Et en gros, sur le simulation testing, on ne va pas poser des contextes, mais on va essayer de générer des tests. Donc, ça peut être une réponse. OK. Alors, on va passer à la suite. Donc, vous avez une application qui marche bien. Vous avez X applications qui marchent bien. Maintenant, il faut les livrer. Alors, quand on a un monolithe, c'est assez simple. On peut même se permettre de faire du script bash. Et puis, turn it off, turn it on again, ça va marcher. Là, ça va être beaucoup moins drôle. Je vais prendre la main. La première étape, on est à peu près tous modernes, hein, on n'a pas 20 ans de retard, on fait de l'intégration continue sur Jenkins ou autres logiciels. On va dire des fois ça marche pas, ça pète. Vous redémarrez, bon c'est pas grave, il y a une application, il y a un build toutes les 20 minutes.
ça va. Si votre Jenkins n'est pas robuste, c'est pas la fin du monde. Maintenant, vous avez 50 applications avec des pull requests de quelques lignes. Et il faut que ça build, ça teste, etc. etc. Et ben là, si votre Jenkins ne suit pas la route, ça devient extrêmement compliqué. Ou un truc tout bête qu'on connaît tous, si vous faites tous les builds Jenkins sur le même service et qu'ils partagent tous le même port 80-80. Et ben bon courage, etc. Donc nous, on essaie de faire tout ça sur Docker et la plateforme ne tient pas encore très bien, donc des fois, plus personne fait grand-chose, quoi. Un autre truc rigolo, c'est que les feature branches, tout ça, on va commencer à arrêter. On va essayer de passer en Trune-based, donc ça aussi, c'est un mécanisme de façon de développer qui peut être pas complètement naturel, assez dur à maîtriser. Et surtout assez dur à maîtriser, c'est que alors c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux, il faut que ça puisse partir en prod. Vous avez créé votre package, votre jar, votre Docker conteneur, il faut que ça parte en prod à n'importe quel moment. Ouais, mais il y a des devs en cours, donc il va falloir maîtriser un sujet qui s'appelle le feature toggle. Ce qu'on dit pas, c'est que limite chaque point qu'on met, ça pourrait être une presse à eux-mêmes. Hein. Donc c'est pour dire l'ampleur du sujet, quoi. Un autre truc, ça revient au même, c'est pouvoir livrer facilement. C'est stupide à dire, mais si vous êtes obligé de faire un Jira pour demander une machine, ne rigolez pas, c'est encore la majorité des boîtes, je pense. Même si des fois le Jira peut aller vite, mais ça reste une demande à quelqu'un d'autre, ça va vraiment commencer à piquer, quoi. Donc c'est pour ça que les personnes qui vous parlent de microservices sont souvent sur des plateformes type Amazon, Google Cloud, etc. Donc et aussi, alors j'y arrive juste après, c'est aussi que ce soit un non-événement. Ça veut dire que quand vous livrez quelque chose, que vous avez 50 applications à livrer, il ne faut pas que ça faille à chaque fois, quoi. Ou une fois sur 3. Une fois sur 3, c'est déjà trop. Une fois sur 10, c'est déjà trop. Il faut que ça marche tout le temps. C'est vraiment important. Pareil, en fait, c'est juste la multiplication des pains, on va dire. Si vous avez un pain, il n'est pas terrible, vous pouvez le corriger. Si vous en avez 300 à gérer, ça devient insupportable, quoi. Ça devient un travail complètement... Enfin, c'est trop de choses, quoi. Et bien sûr, on en arrive toujours à le même buzzword, mais qui là, il faut mettre en pratique, pas juste mettre sur des slides. C'est à la mode. C'est DevOps. Donc DevOps, c'est arrêter les Jira, si possible avoir quelqu'un, soit c'est vous qui avez le droit de gérer la prod, soit si pour des contraintes légales c'est interdit, le mec qui a le droit, il est à côté de vous dans la même équipe, quoi. Nous, on n'arrive pas à avoir ça, et on en souffre, quoi. Et souvent, la prod, elle livrait une application, quoi. Donc ça allait, quoi. Elle faisait ça le soir, vous lui disiez, tiens, samedi dans la nuit, tu me livres l'application, tranquille. Maintenant, vous avez 50 applications. Si ça marche pas, ils vont commencer à souffrir, à vous détester, mais énormément, les développeurs. Donc, du coup, vous avez un SPOF qui est l'Ops, qui fait votre mise en prod, quoi. Et donc... Ouais. On va passer au troisième axe de maturité. Les joies de la collaboration. Et donc, du coup, effectivement, on va pouvoir livrer du microservice, c'est cool, hyper vite. On va pouvoir mettre ça en prod. Du jour au lendemain, moi, je me suis retrouvé de 5 microservices à 15 microservices. Donc, parce qu'on avait scalé énormément. Et donc là, inévitablement, on tombe sur un truc qui est l'organisation autour des microservices et surtout des feature teams. Ok, on est organisé en feature team. Donc on a notre zone de confort, on connaît nos développeurs, machin. Et vous savez, le problème, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. C'est nous qui ne voulons pas collaborer avec les autres. Donc on va avoir tendance à se découpler des autres. Et donc, qui dit ça, c'est la loi universelle de Conway, donc la structure dans laquelle vous évoluez et les structures de communication organisationnelle vont se répliquer dans votre design. Et ça, c'est inévitable. Donc en gros, si vous avez, par exemple, si vous devez collaborer avec une équipe qui est super loin, imaginons en Inde, et vous avez besoin de les appeler au hasard, et la première chose que vous allez faire, c'est trouver un moyen de se découpler, d'accord, de limiter ces collaborations. Et donc ça, vous allez faire, par exemple, un mécanisme de polling, du cache ou des trucs comme ça. Et donc faites attention à comment vous êtes organisé, parce que derrière, ça va influencer grandement votre architecture. Donc comme je l'ai dit, nous, on est organisé en pizza team. Donc on crée une équipe complètement autonome avec un QA, un BA, des développeurs, voire peut-être un Scrum Master. Et donc l'image, c'est la pizza team. Donc la pizza team, ne jamais créer une feature team à plus qu'une pizza. Enfin, je crois que c'est plus qu'une pizza ne peut en nourrir. Checkpoint. Ouais, checkpoint. En fait,
pour nourrir l'équipe, vous n'avez pas besoin de plus qu'une pizza ça, large, donc, on va dire. Une voilà, large pizza, vous pouvez nourrir une équipe. Après, ça dépend d'où vient la pizza, mais normalement, c'est 8 parts. Donc une pizza américaine. Et donc, du coup, on va tomber sur des problèmes à qui gère quel microservice. Parce qu'à un moment, une feature team A va créer le microservice 1, 2 et 3. Et à un moment, ce microservice va tomber dans le domaine quasiment de l'open source. Donc, on va s'organiser autour des repos et autour des microservices, un peu comme à l'open source. Il va y avoir des trusted committers, donc ils vont pouvoir committer sur master, des untrusted committers, donc ils vont devoir passer par des pull requests. Nous, notre plateforme, en fait, on l'a construit vraiment dans la douleur. Et les standards ont émergé d'eux-mêmes. Et donc, vraiment, ces standards-là émergent des feature teams, des développeurs. Par exemple, prendre pour le service discovery, pourquoi du etcd, pourquoi du consul ou ce genre de choses. Donc ça émerge vraiment des équipes. Surtout, n'écoutez pas forcément les architectes qui vont pousser certaines solutions techniques parce que c'est standard groupe. Mais vraiment, il y a certains standards qui vont devoir émerger de l'équipe. Par contre, certaines choses sont non négociables, surtout quand c'est en termes d'architecture, c'est-à-dire que de communication. Par exemple, un message doit avoir un tel schéma, telle donnée, etc. Ça, c'est non négociable. Par contre, dans un microservice, on ne décide de rien. C'est que les développeurs qui décident. Je vais lui laisser le temps de boire. Je vais juste prendre la main 2 secondes. L'idée, c'est il y a une très bonne présentation à Devox 2017 faite par Clément de Clever Cloud qui parle des frontières des services. C'est excellent parce qu'en fait, une application en soi, ça devient très simple. Contrairement à un monolithe, votre application, elle est extrêmement simple. Tous les problèmes viennent des frontières entre ces services. Et les frontières entre ces services, c'est la communication. C'est votre API REST, c'est votre payload, messaging, etc. Si vous faites du Kafka ou un truc comme ça va être qu'est-ce que vous mettez dedans. Et quand on commence à discuter de ça, on tombe aussi dans un problème pratiquement insoluble de l'informatique, c'est la versionning. Le versionning, vous allez avoir plein de presse qui vous expliquent comment faire ou ne pas en faire, mettre du schéma, etc. Et il y a des gens comme Rich Aki qui a créé Clojure qui dit non-breaking change ever, quoi. Ce qui devient un peu ouf, mais qui est finalement peut-être la seule solution de résoudre ce problème. Oui. Donc après ça, on va avoir, je vous ai dit, on va avoir tendance à vouloir scaler. Surtout les managements, ils vont vouloir scaler parce que vous avez créé une petite équipe qui marche bien avec 2-3 microservices. Et puis il y a un manager qui va arriver et dire « Putain, c'est cool, j'ai d'autres demandes, mais mon équipe ne peut pas tout produire. » Donc ce qu'on va faire, naturellement, c'est qu'on va rajouter une autre feature team. Et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et là, j'ai une petite image qui me vient en tête, c'est celle-là. C'est que quand on rajoute des personnes, à 3 personnes, on a 3 vecteurs de communication. 4 personnes, on a 6 vecteurs de communication. 10 personnes, 45. Donc ça scale très mal. Et donc, si vous n'avez pas toutes les fondations avant de pouvoir scaler, ça va être la boucherie. Nous, c'est exactement ce qui s'est passé. Et il y a un bouquin qui explique très bien ce fait, c'est The Mythical Man Month, donc le mythe du mois homme, et qui représente par exemple ce que peut faire un homme en un mois, et qui dit, est-ce que si en un mois pour une personne, est-ce que si je mets 30 personnes, ça va me prendre un jour? Donc le proverbe, c'est un bébé met 9 mois à naître. Si je mets 9 femmes, est-ce que le bébé sortira au bout d'un mois? Non, ça ne scale très mal et il ne faut pas rajouter ça. Il ne faut pas rajouter des personnes parce que pour un projet déjà en retard, rajouter des personnes ne fait qu'accentuer ce retard. Donc vraiment, ce bouquin est sorti en 1975 sur un projet qui est OS 370 BM et ça explique très bien ce fait. Et surtout, la notion la plus importante pour moi quand on fait du microservice et quand on est architecturé comme ça et qu'il y a pas mal de gens qui y travaillent, c'est vraiment organisation auto-apprenante. Vous allez vous planter, vous allez apprendre. Et ça, habituez-vous à l'échec, parce que l'échec, il va y en avoir pas mal, parce qu'on ne maîtrise pas les microservices comme ça. Ça dépend du contexte, ça dépend des gens que vous avez autour, ça dépend de plein de choses. Et donc, la seule valeur que vous avez dans ce genre de situation, c'est vous, c'est vos connaissances. Et vraiment capitaliser sur ça. Et il y a une belle phrase d'Alberto Bandolini, celui qui a inventé Event Storming. C'est celle-là. Le code n'est pas une finalité, c'est l'apprentissage qui est la finalité. Donc vraiment capitaliser sur ça. Nous, par exemple, on a essayé de mettre en place des mob programming, des catal MIDI, des genres de formations, parce qu'on en a besoin. On a besoin d'apprendre des choses et de capitaliser dessus. Un des trucs qu'il a oublié aussi, c'est que on a mis en place un peu au modèle Spotify, si célèbre, c'est les tech chapters, quoi.
Même il y a des managers chapter, des UX chapter, etc. Comment on repartage l'information, comment on recrée la communication. Moi, j'insisterai, on l'a pas mis en dernier, parce que c'est pas ce qui va brûler le plus. Mais l'organisation, pour moi, c'est une des plus grosses limitations du développement logiciel à l'heure actuelle. Et quand on fait du microservice, on se prend les problèmes encore plus vite. C'est-à-dire le problème de DevOps, le problème d'organisation au sens management des équipes, comment on communique. Là, ça devient très dur. Et surtout, microservice, ça demande d'accepter plus ou moins le chaos. Netflix a inventé le Chaos Monkey. Je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus fort derrière. C'est vraiment, on n'est plus dans un truc ordonné où tout le monde fait un truc bien précis et tout se passe très bien dans un cycle en V classique. C'est vraiment là, ça devient vraiment le bordel. Et comment on gère ce bordel, quoi. Comment on arrive à faire des choses qui passent, quoi. Mais vraiment, pour ce genre de truc, quand on commence à faire du microservice, on a tendance à copier les standards du web, donc les géants Netflix, Google, Spotify, machin. Mais ce qu'on copie, c'est juste leur architecture. On ne copie jamais sa culture. Et pourtant, c'est la culture qu'il faut copier et non pas l'architecture. Ouais. J'adore cette image. J'adore si vous ne connaissez pas la série, c'est The IT Crowd. C'est sur Netflix, il y a un beau passage. Ça doit être sur plein de sites internet aussi. Et c'est un peu l'exemple d'un développeur qui s'équipe de son microservice, qui marche très bien, pendant que la prod brûle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? En fait, pourquoi on l'a mis en dernier? Parce que pour moi, c'est vraiment la première chose qu'on devrait faire avant de faire... On se dit, on va faire du microservice. On en crée un. La première chose à faire, c'est de mettre en place un système de monitoring de log. C'est-à-dire qu'avant, on avait un monolithe peut-être répliqué sur 2 ou 3 machines. On pouvait faire tails-f, SSH, je me connecte, je vais voir ce qui s'est passé. Là, si vous avez 50 fois 2 machines, voire 3, ça devient dur. Et si vous faites du Docker, c'est toujours possible, mais ça devient un peu ridicule. Donc vraiment, alors on connaît tous LK, ça marche bien, mais n'hésitez pas à prendre du LK et aussi les trucs du marché. Ça, c'est un... Bon, private joke. Un autre truc, ouais, donc surveiller les logs. Alors pareil, les logs, sujet plus compliqué qu'on le pense, nettoyer les logs. Qu'est-ce qu'une erreur, qu'est-ce qu'un warning, qu'est-ce qu'un info, etc. Qu'est-ce qu'un debug. L'idée aussi, c'est de plus être réactif. On va dire dans un monolithe, allô, ça a planté, va voir ce qui s'est passé, ok, tel -f. Quand vous avez un système distribué, parce que c'est ça une application microservice, si vous n'êtes pas proactif, ça veut dire que si un truc commence à merder, vous n'êtes pas au courant avant le client ou avant le support, vous avez un énorme problème. Et c'est un peu le problème qu'on a. On n'a pas assez investi sur le monitoring et on en paye les frais actuellement. Ouais, et donc du coup, au début, c'était assez simple. On avait vraiment 2 VM. On savait où étaient les instances. Avec Docker, c'est beaucoup plus problématique. Donc du coup, c'est un système de log centralisé. C'est vraiment avec de l'alerting, de l'info qui vient vers nous, c'est quand même indispensable. Et oui, on rajoute ça aussi, cette notion, ok, surveiller le système, ça peut être un dashboard qui est exposé en temps réel sur une grande télé. Mais même au plus loin, il faut aller à l'alerting. Une petite référence comme ça, c'est une présentation sur WhatsApp. Eux, ils expliquaient, je crois qu'ils faisaient à peine des tests. C'est le cœur du messaging de WhatsApp. Par contre, ils avaient un alerting de taré et dès que ça ne marchait pas, à 3h du matin, ils allaient corriger. C'est aussi un des trucs que je trouve important par rapport à l'organisation et la culture, c'est que les gens soient responsables de la prod. C'est vraiment l'image que je mettais à côté. Il faut éviter que le développeur, c'est pas mon problème. Moi, mon service, je l'ai testé, j'ai fait du DDD, tout ça, c'est super. Mais la prod, ça marche plus, bon, c'est pas grave. C'est vraiment, comme dirait quelqu'un d'autre, c'est skin in the game. Ça veut dire qu'il faut que votre peau soit en jeu par rapport au problème de prod. Alors pour certains, c'est normal. Dans d'autres contextes, quand on faisait du monolithe un peu classique, c'est moins naturel en fait. Un détail très marrant parce que je suis tombé dessus et ça m'a fait bugger, c'est les health checks en fait. Quand vous faites par exemple du Docker, vous allez exposer un /health qui va vous dire est-ce que votre application est vivante ou morte. Si elle commence à être morte, vous pouvez dire voilà, si la base de données derrière répond plus, on considère l'application est morte, on préfère tuer le conteneur et le redémarrer. C'est un peu turn it off, turn it on again, mais automatisé quoi. Et nous, on a eu un truc marrant, c'est qu'on avait une librairie client de monitoring qui essayait d'aller sur un Elasticsearch, enfin c'est Spring tout ça, et par défaut c'était done. Donc mon conteneur, il faisait que de redémarrer quand je l'ai mis et je faisais pourquoi. Mais ça peut être encore plus drôle, c'est que vous avez un service A qui appelle un service B, votre service B il commence à être done, ok ? Et vous allez dire ouais mais le service A il a besoin du service B, donc je regarde si le service B il est up. Ah ça tombe.
Et si vous avez une chaîne comme ça, vous pouvez remettre à zéro toute votre plateforme de microservices si vous êtes loupé. Et bon courage pour relancer tout ça, quoi. Parce que souvent, on sait redémarrer une application. Redémarrer 50 microservices d'un coup en mode automatisé, c'est pas si simple que ça. Et toujours la même chose. C'est plus que DevOps, quoi. C'est vraiment le dev doit être contraint à s'occuper des problèmes de prod. Moi, ce que je vais essayer de mettre en place dès que j'arrive à refaire du monitoring correct, c'est qu'on affiche les warns, on va même mettre des alertings sur les... Alors, peut-être pas les warns, on verra, comme je dis, le sujet est compliqué, mais au moins les erreurs, quoi. C'est-à-dire qu'on n'attendra pas que le client nous dise ça marche pas, on dira il y a une erreur, qu'est-ce qui se passe, quoi. Il y a une erreur, qu'est-ce qui se passe. Et s'il y a des faux positifs, bah, on les enlève, on trouve une solution. Et c'est vraiment la loi de Conway. Hein. Chez nous, les ops, les DevOps sont une équipe à part entière. Donc, c'est ce qui se passe vraiment. On livre un jar, et puis on livre notre image, et puis après, on s'en fout, puisque du coup, on n'a pas les droits, on n'a rien le droit de surveiller, et donc c'est vraiment cette image qui représente bien la situation. On a gagné un peu de temps, ce qui est bien, ça va laisser plein de questions. Comme j'ai n'hésitez pas après à revenir. La conclusion, c'est quoi? La première conclusion, c'est que on était en train de préparer la presse, et il y a Josh Long, donc monsieur évangéliste, pivotal, Spring Microservice, Cloud, Netflix, tout ça, qui a fait si vous ne faites pas du microservice, vous tuez des chatons, quoi. Ok, ouais, super, c'est très bien. Nous, on va expliquer un peu le constat, finalement, faire un peu la conclusion sur ce Rex, de qu'est-ce qu'on en pense. Donc, c'est bien les microservices parce que, effectivement, c'est une stratégie quand même pour extraire du monolithe. Ce n'est pas la seule. Vous pouvez très bien vivre avec votre monolithe, bien isoler les choses avec du DDD, faire éventuellement du CQRS parce que les commandes et les queries, c'est cool avec des events. Donc, mais les microservices, c'est quand même cool. On arrive à isoler les choses un peu à part et c'est vraiment très appréciable. Sur l'isolation, on arrive vraiment à maîtriser le jeu. C'est un peu le divide and conquer. Donc on isole un peu un sous-domaine et puis c'est vraiment très facile de raisonner sur quelque chose qui est petit plutôt que sur quelque chose qui est super gros. Mais du coup, ça nous permet de livrer beaucoup plus vite. C'est vrai que je fais tout laisser bien. Ça nous permet de livrer beaucoup plus vite. Et étant donné qu'on pousse l'expérimentation quand même à son comble, on peut aussi, si jamais on a fait un mauvais choix technique pour représenter vraiment du business, on peut vraiment remplacer les choses. Il y en a qui diraient que dans certains bouquins, notamment Building Microservice, c'est un microservice, en général, s'il est bien fait en termes de taille, vous pouvez le refactorer, le refaire complètement iso-fonctionnel en 2-3 semaines. Ça, c'est la limite. Comme je disais, ça permet d'expérimenter et donc d'apprendre et donc de remplir le CV. Mais ce n'est pas une finalité. En fait, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Le microservice, c'est vraiment un truc à buzzword, quoi, ou à toutes les technos. Pourquoi? Parce que y en a besoin. Si vous ne connaissez pas circuit breaking, API gateway, etc., c'est des choses qu'il va falloir apprendre. Donc ça va faire tilter tous les recruteurs du marché. Et puis après, comme c'est tout petit, on aime bien aller tester des choses. Je vais parler du monde Java, mais on pourrait parler côté .NET. Je suis passé de Hibernate, je suis allé tester un DSL Java qui s'appelle Jouk, on écrit en Java comme si on écrivait du SQL. Ça m'a pris un peu de temps, j'y ai passé 2 journées, mais à la fin j'ai fait ouais, j'ai réussi. Ça aurait été sur un monolithe, j'aurais jamais pu parce qu'il aurait fallu tout refaire, il aurait fallu générer le modèle par rapport à la base, ça aurait été une aventure trop ambitieuse. Facilité à remplacer un microservice, je vais juste limiter un peu. Ça, c'est par exemple, il y a un grand monde de théories. Si vous dites, moi, je peux tout remplacer microservice en 3 semaines, vous allez avoir 2000 microservices à la fin, si vous faites une grosse application. Enfin, j'exagère les chiffres, mais c'est pour expliquer. Des fois, j'avais vu une presse pareille où il y avait une boîte qui était passée de 100 microservices à 20. À un moment, ils étaient montés à 100, ils pouvaient plus, ils géraient plus, ils étaient redescendus à 20. Je pense que microservices aussi, on se sent surpuissant. Générer une petite application, ça va, JHipster, allez, en 20 minutes, en 5 minutes, c'est monté, on l'a. Ouais, mais au bout d'un moment, le problème, il est plus là, il est plus sur l'application, il est sur le système distribué. Donc, voilà. Et donc, on a mis quelques documentations, justement, pour illustrer... mais comment je fais pour y aller, moi? Je peux pas aller trop vite. Hein. Comment? T'as oublié les mails. Les mails. Ah, excuse-moi. C'est moi qui présentais. Ok, d'accord. Allez, je laisse.
Ouais, donc le premier truc à comprendre, c'est que, comme je disais, les applications, j'insiste là-dessus, les applications deviennent très simples à spawner, à coder dedans, il y a peu de code, vous pouvez refactorer rapidement, vous pouvez même le refaire rapidement si tout est parfait, si le monde est parfait. Mais en fait, on fait un système extrêmement complexe, quoi. Extrêmement chaotique et on peut plus y aller comme un gros bloc qui marche, quoi. Faut monitorer, etc. Deux sujets qui ressortent, et quand on voit Netflix qui se targue d'avoir les meilleurs développeurs du marché, bah c'est vrai que le niveau technique, nous, j'ai vraiment un gros respect pour les gens qui m'entourent. Il y a un très très bon niveau technique. Et même avec ça, on a du mal. On se prend vraiment. Je pense qu'on on éteint des feux. Mais en ce moment, on éteint beaucoup de feux et on ne sait pas si on va y arriver à éteindre vraiment l'incendie de la forêt, quoi. Il va falloir, alors comme d'hab, on pourrait y arriver, mais il faudrait faire ce que j'appelle un stop the world. On arrête de développer pendant un sprint, 3 semaines, et tout le monde corrige et on fait du monitoring, on essaie de reconstruire un truc carré. Mais ça, juste pour finir, ça, le management, il va avoir du mal à l'entendre. Parce qu'on a fait du microservice qui coûte très cher pour pouvoir livrer. Ah ouais, vous me dites qu'on ne peut plus livrer à cause des microservices ? Je ne sais pas si vous voyez le jeu de Jenga où vous empilez les petites briques, machin. Bah, ça, c'est exactement ce qu'on fait. Et on sent que la base est vraiment très, très fragile et donc du coup, on n'arrive pas trop à renforcer la base puisque du coup, on ne fait que rajouter. Il y a un moment, effectivement, ça tombe. Et juste pour finir, donc l'idée, c'est qu'un excellent niveau technique et une organisation au même niveau, si vous êtes dans un management assez classique, bah, ça va être très dur parce qu'au début, il y a un architecte ou quelqu'un de très technique qui va vous vendre les microservices, ça va bien se passer pendant 6 mois, 1 an, et puis au bout d'1 an, ça va peut-être commencer, le Jenga commence à vaciller de toutes parts, et là, ça va être dur. Ça peut devenir très stressant, et comme il y a beaucoup de prestataires, il peut y avoir beaucoup de départs, les meilleurs qui partent, et si on met des gens qui ont un moins bon niveau technique, ils vont rien comprendre, quoi. Surtout quand on s'amuse à faire des CQRS event sourcés avec des frameworks. Ne faites pas ça. Ouais, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne prenez pas comme framework, comme solution, avant de vraiment comprendre le pattern que vous allez mettre. Donc en termes de documentation, c'est vrai que c'est assez frustrant. On passe vraiment vite sur certains sujets. Et moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Microsoft Azure qui récapitule vraiment tous les patterns qu'il faut connaître. Enfin, ah merde. Et donc du coup, c'est une infographie par exemple. Comment je fais là? Ah, tu veux Vas-y. C'est une infographie qui résume un peu tous les patterns qu'il faut connaître et vous allez voir qu'il y en a vraiment pas mal. Et c'est vraiment assez... Et ils ont bien fait. Allez vraiment sur le Azure Cloud Pattern parce qu'ils ont fait... Blueprint. Ouais, ils ont fait un travail énorme en ce qui concerne, en termes de documentation. Enfin, vraiment, j'aurais voulu avoir ça avant de commencer. Parce qu'il y a de l'API Gateway, il y a du messaging, du queuing, du caching, de l'ambassadeur pattern. Il y a vraiment plein de trucs, du logging. C'est énorme ce qu'ils ont fait comme travail de documentation. Moi, j'en ai lu un autre, parce que j'adore Spring. Non, je rigole. Mais c'est vrai que Spring, ça marche assez bien. C'est vrai que ça résout des problèmes. C'est-à-dire, si on parle de X-Rig, Circuit Breaker et tout ça, ça apporte des solutions qui sont compliquées, quand même. Ça facilite. Après, le problème, les gens qui connaissent Spring connaissent le problème, c'est que quand ça marche, tout le monde est parfait. Quand ça commence à moins bien marcher, là, on commence à avoir mal. Et Spring Microservice in Action, si vous êtes dans le monde Java Spring, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous parcourir un peu toutes les technos que vous avez besoin de mettre en place. Avec peut-être des fois exagéré, par exemple l'API Gateway, c'est peut-être pas nécessaire tout le temps, mais voilà, le consul, le RECA, le Service Discovery, le O2, parce que bien sûr, un autre sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'authentification. La plupart des démos, vous les faites en HTTP, où tout le monde communique HTTP, le monde il est parfait, et puis vous êtes dans une boîte qui demande de la sécurité, qui va vous dire non, mais tout ça, même si c'est un réseau interne, ça va être du HTTPS. Ok, on va générer les certificats, super. Alors vous avez peut-être de la chance, en fait vous avez rarement de la chance, c'est-à-dire vous avez jamais, c'est quoi? Open close. Libre, Encrypt SSL. J'ai plus le nom, la boîte qui a permis de faire ça gratuitement. Ouais. Let's Encrypt, voilà. Et vous êtes plutôt sur VeriSign, quoi. Donc vous attendez quelques temps avant que ça marche, et des fois c'est plusieurs jours, quoi. Ouais. Donc quand vous voulez changer le nom d'un service, quand vous voulez en créer un autre, quand vous voulez livrer un autre, ça devient très très compliqué. Et un autre bouquin qui est celui de Sam Newman et qui est vraiment très très bien écrit, qui est Building Microservice, qui résume à peu près vraiment tout ce qu'il faut faire de l'architecture, de l'organisation du microservice, machin. Et c'est vraiment un très beau bouquin pour s'introduire sur les microservices.
On a de l'avance, c'est bizarre ce qu'on a répété, et à chaque fois on était plutôt short, mais tant mieux, ça va laisser de la place pour les questions, vous avez des livres à gagner. J'ai réussi à péter le truc. Yes. Ouais, donc on a des questions, et juste pour finir, je vais laisser une image de fin pour l'ensemble des questions que vous auriez à nous poser. C'est celle-là, c'est la classique, mais elle est bien. Juste pour finir, ouais, faire des microservices, qu'il faut avoir en tête, c'est créer un système distribué. Créer un système distribué, c'est des sujets de recherche quoi, qui, à mon avis, ne sont pas résolus. Quoi. Donc, c'est pas le garbage collecting, on sait comment faire, c'est plus compliqué que ça. Quoi. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a des bouquins à gagner. Moi, j'en ai sélectionné 2. Il y en a un que je connais qui est plutôt sympa si vous faites du web, qui s'appelle Responsive Web Design. Et il y en a un, c'est si vous voulez rigoler avec vos managers, c'est Scrum de la théorie à la pratique. Donc, celui qui le gagne, la meilleure question, la plus drôle ou la plus compliquée, ou celle qui nous fera le bugger plus, il en gagne un, au choix. Il y a en haut. Comment on fait? On lance les micros. Alors, j'ai répété la question. Le temps, c'est combien de temps entre on part d'un monolithe, je vais peut-être dire des bêtises, mais on va essayer. On part d'un monolithe et on commence à mettre du microservice. Combien de temps il faut? C'est à peu près ça? Okay. Ça peut être très rapide. En fait, ça dépend de ton approche. Est-ce que ton monolithe, il est maîtrisable et ce qu'il fait? Donc, soit en fait, tu popes des choses à côté qui n'ont rien à voir avec le monolithe. Donc, nous, ce qu'on a fait, par exemple, c'est pour pas amputer amputer les demandes qui arrivent, on a popé des choses à côté. Donc ça, c'est très très bien, on fait du happen only. Par contre, quand tu t'attaques vraiment à du monolithe, tu peux l'attaquer soit sur ta couche contrôleur, ce que fait vraiment le monolithe en termes de commandes, donc ce qu'il écrit et ce qu'il lit, ou tu peux l'attaquer en termes de data, c'est-à-dire que tu peux popper un microservice à côté, être en dual et voir s'ils produisent les mêmes data pour faire. Et donc ça prend... Ça peut prendre. En fait, ça dépend de la complexité du monolithe et son degré de non-qualité. Mais si tu n'as pas de test, par exemple, c'est compliqué. Donc, je ne pourrais pas te donner d'ordre de temps, mais ça peut varier de 2 mois. C'est complètement factuel, quoi. C'est une question assez intéressante. Il y a plein d'approches. Il y a 2 types d'approches principalement qui sont à négocier avec le métier, c'est-à-dire est-ce qu'on casse tout et on repart de zéro, et la nouvelle application est à côté, ou est-ce qu'on essaie de faire une transition? Le problème de faire une transition, c'est le même problème que quand vous faites du refactoring, c'est comment vous allez faire en sorte que ça ne se voit pas. Donc bien sûr, ça devient de plus en plus compliqué, et on va utiliser un peu les mêmes techniques d'extract, de man in the middle, ce que je vais appeler, c'est qu'on va créer un truc au milieu, genre vous avez, l'exemple qu'on avait, c'était du stateful, c'est pas JSP, mais c'est du pur stateful, chaque appel, il y a une session, etc. Tout est store dedans. Là, une des étapes, c'est de créer une API REST au-dessus, qui fait que de rappeler en dessous et qui cache cette notion de session, et vous passez à du stateless. Une espèce de ACL, en fait, ou ce genre de choses, quoi. Ouais, en DDD, on va appeler un anti-corruption layer, en fait. Après, l'idée, je pense que la plus grosse erreur, ça serait de se dire, pour information, pour spawner une application, alors soit vous le faites à la main, et je dirais qu'il faut 2-3 jours maxi, soit, en fait, si vous êtes très professionnel et vous voulez en faire plein, vous faites un générateur type Yeoman. C'est ce que fait Netflix, et on en a créé un aussi. C'est ce qu'on a fait aussi. Et là, ça devient très rapide. Ça veut dire en moins d'1 heure, il y a un truc qui est sur le continuous delivery, voire qui est livré sur votre infrastructure, quoi, si tout est parfait. Et le problème, la grosse erreur, c'est de se dire, alors on y va, on en fait plein, quoi. Parce que direct, on se retrouve avec la complexité d'un coup. Et l'objectif, je pense, c'est plutôt d'y aller avec parcimonie et petit à petit. Après, si on a tout le reste qui est bien construit, le monitoring qui est là, tout est bien présent, on peut y aller plus vite, quoi. Une autre question? Il y a un bar... un barbu, là. On va remonter. Il y a un barbu, là. Alors, c'est une question beaucoup plus métier qu'on ne le pense. Et en fait, l'event storming... Attends, on va juste répéter la question, parce qu'il a peut-être gagné le bouquin. C'est quoi l'échelle d'un microservice? Alors moi, je vais faire une réponse. C'est bien sûr du function as a service. Donc on fait un hello world, une fonction par microservice. C'est la norme.
Donc nous, on a pris comme stratégie vraiment de faire des brainstorming avec les métiers et donc du coup de les interroger sur un domaine particulier. Et en fait, ils vont, par des notions de commandes et d'événements, ils vont faire popper vraiment les sous-domaines. Et en gros, un sous-domaine, c'est un microservice. Et le sous-domaine au niveau de sa granularité, en gros, là, je t'ai donné une mesure qui était en 3 semaines, tu devrais pouvoir le refaire. ISO-fonctionnel. Donc si vraiment tu as des tests qui vont avec, tu as des genres de scénarios BDD, en 3 semaines, normalement, tu devrais le faire. Après, rien ne t'empêche. Moi, je dirais qu'au niveau d'un agrégat, qui est vraiment quelque chose, un pattern dans le DDD, moi, je dirais qu'un agrégat égale un microservice, d'accord ? Une seule responsabilité. Est-ce que ça te va comme réponse ? J'ai rajouté des blagues par rapport à ça, parce que je pense que la meilleure question, elle est là. J'attends la suite, mais elle est très très bonne. Au cas où la question arriverait, très vite, si on fait plein de microservices, on va avoir des trucs qui vont s'appeler des transactions distribuées. Ouais, horrible. Ça veut dire que le classique, c'est que vous avez un truc qui fait l'achat, un truc qui fait un service qui fait l'achat, enfin le mettre dans le panier, un service qui fait le delivery. J'insère qu'il y a un truc qui va être livré chez quelqu'un, et un truc qui fait le paiement. Ok, et bien sûr, le paiement il foire parce que la carte est périmée. Comment on roll back cette chaîne d'événements? Alors là, il y a des patterns, Saga, je crois. Saga pattern. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense, là, on n'est pas arrivé jusque-là. Moi, je pense que la pire des solutions, c'est de faire du JTA et de la transaction distribuée. Bon courage, mais je pense que plus personne n'en fait, enfin j'espère. L'autre solution, c'est de faire en fait, on va envoyer des événements qui vont revert ce qui s'est passé. C'est quoi le terme? Je l'ai plus, c'est... Événement de compensation. Ouais, événement de compensation, voilà. Et l'autre solution, c'est peut-être se dire, alors après, quand on fait vraiment le e-commerce classique, c'est peut-être un peu plus dur, mais à un moment, ce que je dis, c'est que si on commence à avoir une transaction, un agrégat, pourquoi pas faire un seul service, quoi? Peut-être que, ouais, il ne sera pas refaisable en 3 semaines, mais peut-être que vous aurez beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de questions à vous poser, beaucoup moins de techniques, et ça sera super. Il aime bien les questions chiantes. Ouais, il est bien. Et le front est autonome. Il est complètement autonome et il est complètement statique sur nos VM pour l'instant. Alors, et ils sont décorrélés du back-end. Alors, il y a back-end to front-end. Est-ce qu'on fait un front par application? Donc, est-ce qu'on refait des portlets pour les vieux? Est-ce qu'on fait des portlets où, par exemple, moi, j'ai eu la mauvaise idée de prendre Angular 4. Et Angular 4, c'est pour faire des applications ambitieuses. Donc, je me demande, est-ce que c'est pas le moment de faire un seul front-end et voir jusqu'où ça tient? Moi, ce que j'aime bien, c'est de prendre la solution la plus basique, ce qui nous apporte le moins de problèmes, et attendre le moment où ça commence à piquer, comment j'extrais. Je vais donner un exemple tout bête. On fait donc du Java avec un Tomcat. Pour l'instant, le Tomcat sert le front, classique, comme à la Gipster et tout ça. Et là, le problème, c'est qu'NPM, c'est pas si rapide, les builds prennent du temps, on a le front, où chaque commit, les gens qui veulent committer dans le front, etc., on marche un peu dessus. Et ce qu'on va faire, c'est l'extraire dans un Nginx, ça pourrait être un Apache ou autre chose, un truc qui va être juste là pour servir le front. Donc on commence simple, on connaît, on livre le truc, ça marche, ça permet de montrer au métier qu'on a réussi à faire des choses. Et après, on voit nos problèmes, on essaye de les extraire. Il y avait d'autres questions. Mais là, c'est terminé. Ah, désolé, mais on reste disponible. Si quelqu'un, venez poser vos questions. Venez poser vos questions, on est là. Parce que je pense qu'ils s'en fichent des livres. Merci beaucoup.